Michel Rimbaud, bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous pour cet entretien. Oui, je vous remercie, vous êtes le bienvenu. Vous avez été ambassadeur de France en Mauritanie de 1991 à 1994, Oui. au Soudan pendant plus de 5 ans et au Zimbabwe pendant 3 ans. En 2015, vous avez publié le livre remarqué Tempête sur le Grand Moyen-Orient, qui traite des menées occidentales dans cette région vitale pour l'approvisionnement énergétique du monde et peuplée de plusieurs centaines de millions d'habitants. Aujourd'hui, nous allons parler de la Libye, qui se débat dans des affres sanglantes depuis 2011. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous exposer votre point de vue sur ce pays qui, jusqu'à cette date, alors qu'il était dirigé par son guide, le colonel Mouammar Kadhafi? Oui. Alors, la Libye, c'est vrai qu'on peut parler de la Libye telle qu'elle était en 2011, du moins telle que beaucoup l'aperçoivent maintenant notamment, mais à l'époque aussi. Je pense que la Libye était un pays assez mal connu, ou plutôt connu sous un jour plutôt défavorable en Occident, ça c'est vrai. Ça n'était pas le cas sur le continent africain. Dans le monde arabe, c'était un peu mitigé, ça dépendait de quel pays, puisque le colonel Kadhafi, qu'on appelait automatiquement le colonel avec les foucades du colonel Kadhafi, et on le présentait un petit peu sous un jour farfelu. Or, moi je pense que ça n'était pas un homme du tout farfelu. C'est vrai qu'il avait des comportements un peu bizarroïdes, un peu provocateurs certainement. Alors du point de vue du monde arabe, il a longtemps misé sur l'unité arabe. Il a essayé, je crois, de faire des fédérations, des fusions avec à peu près tous les 22 pays de la Ligue arabe. Ça n'a jamais marché pour des raisons X et Y diverses. Et puis après, donc un beau jour, il en a eu marre et donc il s'est replié sur les ambitions de promouvoir l'unité africaine. Donc ça a été lui notamment l'un des grands artisans de la transformation de l'organisation de l'unité africaine en Union africaine aux environs au détour du siècle et du millénaire par le fait même. Donc, il a été non seulement l'un des concepteurs, puisque finalement c'est une réunion à Sirte en Libye qui avait donné lieu, qui avait lancé le projet de transformation de l'OUA en UA, une déclaration des chefs d'État africains du continent, de tout le continent africain. Et donc, non seulement le promoteur du concept, mais après, disons, un promoteur très actif, enthousiaste, et disant ouvertement, bon, l'unité arabe, on peut pas, il n'y a rien à faire, donc on va faire l'unité du continent africain. Ce qui reprenait un certain nombre de pays arabes, les pays arabes d'Afrique, mais laissait de côté ceux du Moyen-Orient et de la péninsule et du Golfe. Alors, je crois qu'il y a contribué aussi financièrement, c'est un des éléments importants du dossier, c'est qu'il était un gros contributeur. On dit que certaines, je crois qu'il contribuait à plus de 15% du budget à lui tout seul pour la seule Libye, évidemment sur les revenus pétroliers, et en même temps, comme il payait les cotisations de certains pays qui étaient un peu, comment on dit, impécunieux, enfin qui n'avaient pas d'argent, autrement dit. Je crois certaines années, on dit qu'il payait jusqu'à 37%, 35 ou 37% de l'ensemble du budget de l'Union africaine, ce qui fait beaucoup. Ensuite, il avait investi vraiment beaucoup en ce qui concerne la promotion d'institutions. Je pense peut-être on pourrait y revenir, mais ce sera déjà dit, donc je n'y reviendrai pas. Il avait donc aussi beaucoup investi dans la création d'institutions financières et économiques africaines afin de promouvoir, donner une base économique à l'unité africaine. Ces investissements étaient très importants et son but, c'est ça ce qui était probablement l'une des raisons de la crise en ce qui concerne la Libye, entre autres. La Libye méritait en fait d'être déstabilisée, donc pas seulement parce que Kadhafi disait souvent la vérité, mais parce qu'il voulait créer justement cette Union africaine qui aurait été indépendante monétairement, financièrement et économiquement des pays occidentaux, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, ce qui était probablement intolérable donc pour les 10 pays occidentaux, notamment ça aurait mis fin à moyen ou à long terme à l'existence du franc CFA, donc c'était intolérable pour la France, et en fait, en réalité, il y aurait eu une monnaie africaine qui était en bonne voie, et il avait investi des dizaines de milliards de dollars dans ce grand projet. Donc ça, je crois que c'est une des raisons cachées qui n'est jamais invoquée, parce que c'est pas une raison propre. Et or, les Occidentaux, d'ailleurs comme les islamistes, leurs complices dans toutes ces affaires des printemps arabes, des révolutions arabes, des événements,
il y a pas que les Occidentaux, c'est pas eux qui portent tous les péchés du monde, ils en portent une bonne partie, mais une bonne partie également, ce sont les régimes islamistes, qui sont les deux, ce que j'appelle, moi, les tempêtes sur le Grand Moyen-Orient, je l'appelle en dehors du livre même, j'appelle ça une conjuration. Certains l'appelleront un complot, oui, c'est peut-être un complot, c'est possible, je m'en fiche, on dit complotiste, comploteur, on confond les complotistes, c'est une conjuration en tout cas, avec deux branches de la conjuration, les États occidentaux, avec Israël, bien évidemment, qui est une espèce de, pas de sensu, mais une espèce de le volet oriental de l'Alliance occidentale, et puis les régimes islamistes, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats et quelques autres. Et de façon générale, le Conseil de coopération du Golfe, sauf le Sultanat d'Oman, et auquel on essaiera d'adjoindre les deux monarchies, on essaiera de les faire rentrer dans le Conseil de coopération du Golfe. Pour la Jordanie, c'est tangent, parce qu'elle est un peu loin du Golfe, et pour le Maroc, c'est carrément exotique quand même, c'est vraiment très très loin. En effet. Voilà, ça c'est... si on veut. En tout cas, en 2011, il y a deux approches de la Libye. Certains qui considèrent au fond, que c'est un État despotique avec sans parti politique, sans constitution, sans réelles institutions étatiques, ce qui me semble faux, mais c'est vrai que ça ne correspond pas aux structures avec un parlement, une gauche, une droite, des juges à perruque, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, le colonel Mouammar Kadhafi était donc le guide de la Jamaïria libyenne, oui, qui vivait selon les préceptes de la Révolution verte, et lui était oui, plus ou moins le porte-parole des différentes communautés ou tribus, je crois. Oui. Je crois qu'il va, comme il n'y avait pas de tradition étatique avant le colonel Kadhafi, il n'y avait pas de tradition vraiment étatique en Libye. Faut se rappeler quand même que historiquement, sans revenir dans les détails, ça nous entraînerait trop loin, c'était trois régences ottomanes, d'où l'intervention de la Turquie plus tard. Ça fait partie de son ex-empire, Empire ottoman. Donc il y avait trois régences, celle de Tripoli, de Benghazi et du Fezzan. Et donc ces trois provinces vont être occupées et colonisées par les Italiens lors de la chute de l'Empire ottoman, et ensuite jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces trois provinces vont être réunifiées par une résolution des Nations Unies dans la perspective de l'indépendance qui est inévitable et prochaine à l'époque. Donc c'est le vieux roi Idriss. Il n'y a que des vieux rois, il y en a rarement des jeunes, en réalité. Mais c'est vrai qu'on ne devient pas roi à 19 ans, soit avoir beaucoup de chance, quoi. Ou être un prince héritier. Mais là, le vieux roi Idriss donc, va gouverner, et il va être renversé par le colonel Kadhafi, qui restera au pouvoir une bonne quarantaine d'années, globalement. Donc c'est un jeune officier. C'est un mouvement genre officier libre. C'est un peu dans le sillage du nasserisme, je pense, que ça se passe en Libye. Et donc, il va devenir, alors la Jamaïria, la Libye va changer de nom plusieurs fois jusqu'à devenir la Jamaïria libyenne populaire et socialiste, et enfin la grande Jamaïria, que certains traduiront pour le rendre un peu ridicule, parce que c'est de la Rosma, et donc on traduira le mot Rosma qui veut dire grand, très grand, on le traduira par grandiose, alors ce qui fait ridicule. La Jamaïria, grandiose, arabe et socialiste, c'est vrai qu'on traduit ça, ça fait cornichon, quoi, il n'y a pas de doute. Mais c'était pas du tout idiot. Bon, c'était un pays, et donc il va donner, pour reprendre ce que vous dites, comme il n'y a pas de tradition étatique, il va fédérer en quelque sorte sous son égide et dans le cadre de sa théorie du livre vert, un peu plus tard, les tribus libyennes. Il va créer une espèce de bédouinocratie, j'allais dire, en Libye, mais sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire le gouvernement des tribus. Ça correspond tout à fait à la structure de la société libyenne. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un État moderne. Certains, plutôt que de dire que c'est un État oppresseur, enfin, il y a plein de gens qui considèrent que c'est un espèce d'État-providence, parce qu'il y a beaucoup de pétrole, évidemment, avec des avatars divers, mais ce pétrole, contrairement à ce qu'il existe ailleurs, par exemple en Arabie Saoudite, il y aura une redistribution des revenus en Libye, une redistribution qu'on ne retrouve pas dans plein d'États pétroliers. Donc il y aura une redistribution qui fait que tous les Libyens, peu ou prou, certains seront plus égaux que les autres, en profiteront davantage, mais enfin, il y aura une redistribution, et c'est bien le rêve de Kadhafi en 2011, lorsque va éclater le printemps de Tripoli ou de Benghazi ou de je sais pas trop, enfin de toutes les villes de Libye. Ce qui va se passer, il y a un grand projet qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire de redistribution générale et directe de l'argent du pétrole aux citoyens libyens. Alors ça ne se fera jamais, parce que peut-être le plan arrive en retard, mais je crois que la conception ne venait pas pour faire
faire pièce au mouvement qui naissait. Je crois que c'était son projet réel, c'était dans la continuité de ce qu'il avait entrepris en Jamaïria. Donc certains disent, beaucoup disent, les partisans de Kadhafi, qui étaient nombreux, il ne faut pas l'oublier, en Libye et hors de la Libye, c'est une sorte d'état-providence, les soins sont gratuits, l'éducation est gratuite, il y a plein de gens on trouve de tout en Libye, il y a plein de gens qui viennent faire leur marché, y compris des gens qui après diront ah, gna, c'était un régime oppresseur. Je crois qu'ils étaient bien contents, j'irais peut-être pas, je sais pas, y passer en vacances, mais enfin de venir s'approvisionner, de venir se faire soigner aux frais du guide, je dirais, et aux frais de la Libye. Voilà. Donc certains disent un état-providence. Alors on dit, certains d'autres, les détracteurs, quand les printemps entre guillemets ou la révolution libyenne mal nommée va éclater, effectivement on va dire que c'était un état oppresseur, qu'il était moitié cinglé, que Kadhafi était cinglé, enfin, en réalité qu'il n'y avait aucune garantie. C'est vrai que je pense qu'il faisait pas bon être opposant à Kadhafi, ça je crois. Moi je suis pas libyen, bon, mais je pense que c'était pas très bon de tomber dans les pattes des services de sécurité libyens à l'époque, mais enfin de là à dire que c'était un enfer sur terre, je ne crois pas. C'était comme dans beaucoup de pays, au fond. Tant qu'on est d'accord avec le pouvoir, ça va, puis quand on n'est plus d'accord, c'est vrai que ce sera moins bien. Alors il suffit de trouver une côte mal taillée. En Libye, je pense que bon, il y avait quand même beaucoup de points positifs. La Libye était le pays qui avait le revenu, le PIB, le produit intérieur brut le plus élevé par tête d'habitant. C'était passé, je crois, de 47 $ à peu près par an au temps du vieux roi Idriss, quand Kadhafi a pris le pouvoir. Non, il y a l'inflation, mais c'est rendu, je crois, à 10 000 ou 11 000 $ par tête d'habitant. Évidemment, lié au pétrole, mais il y a plein de pays qui ont du pétrole, et pour ça, le PIB, disons, réel, ne s'élève pas à 10 ou 11 milliards, quand c'est accaparé notamment par quelques dizaines de milliers de princes et de princesses et de fils de princes. Donc, par exemple, pour ne pas la nommer. Bon. Alors donc, et puis du point de vue, ce qui est aussi intéressant que le PIB, c'est les indices de développement humain des Nations Unies, les chiffres du PNUD qui sont publiés tous les ans, et de ce point de vue, la Libye était le numéro 1 sur le continent africain globalement, y compris en incluant l'Afrique du Sud chérie, le Nigeria et d'autres pays, les pays du Nord, du Sud et du Centre et du Milieu. Mais c'était le numéro 1 sur le continent africain, et le numéro 2, je crois, si on prenait dans les pays de la Ligue arabe, après de l'Arabie Saoudite ou le Koweït ou quelque chose comme ça, ou le Qatar. Bon. Donc c'était vraiment un État un peu providence, et qui était en progrès. Alors voilà, mais est-ce que c'est un État oppresseur? Bon, c'est vrai que c'était pas une démocratie à l'occidentale avec une gauche et une droite qui disent la même chose, ça c'est vrai. Là, alors Kadhafi disait qu'il ne détenait pas le pouvoir, évidemment personne ne le croyait vraiment, c'était un peu une façon de parler, mais il y avait quand même des institutions, il est faux de dire qu'il n'y avait pas d'État, qu'il n'y avait pas d'institutions, il y avait une armée libyenne, et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'État, c'est un petit peu paradoxal, puisqu'ils se contentaient après du système qui, quand il y a eu 5 Libyes, après la révolution libyenne, à un moment donné, il y a eu jusqu'à 5 gouvernements, et donc là, personne ne disait qu'au moins il y avait un État libyen au temps de Kadhafi. Il y avait un État libyen. C'était peut-être pas un État idéal, mais c'était non démocratique, je ne sais pas. C'était pas un système qui était démocratique à l'occidental, qui vaut ce qu'il vaut et qui ne vaut pas ce qu'il ne vaut pas. Par contre, le système libyen, bon, il avait sa valeur. Puis après tout, il y avait un essai de l'adapter aux réalités de la Libye. Moi, je dis pas que c'était parfait, j'en sais rien. C'est aux Libyens de juger. Mais vous savez, ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Les vaincus, ils ont toujours mauvaise presse et ils ont toujours tort. Ils ne sont plus là pour se défendre en moyenne. Ce qui est arrivé en Kadhafi n'a pas pu se défendre le modèle libyen, puisqu'il a été, j'allais dire, zigouillé en public, hein, dans les conditions que l'on sait. En effet, néanmoins, selon donc les données disponibles, hein, comme vous l'avez très justement souligné, la Libye était un pays vraiment en réussite et qui avait d'énormes projets, des projets très porteurs pour l'ensemble du continent africain. Et donc en 2011, l'ensemble du monde arabe a été pris de court par la tempête du soi-disant printemps arabe qui renversa le gouvernement tunisien, puis les gouvernements égyptiens, et se développa en campagne militaire contre la Libye et contre la Syrie. Le gouvernement libyen chuta et le colonel Kadhafi fut tué lors de ces événements, alors que le pays était livré à des hordes terroristes. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur cette période, ainsi que sur ses tenants et ses aboutissants?
Oui, pour les printemps arabes, c'est pas spontané, hein, tout ce qui est arrivé, pas plus en Libye qu'ailleurs, pas plus en Libye qu'en Syrie, qu'en Tunisie, qu'en Égypte. On sait qu'il y a j'ai écrit, je suis en train d'écrire un autre ouvrage actuellement sur un peu le bilan de toute la guerre de Syrie notamment, mais je reprends ça un peu dans son cadre général. On sait que les ONG de toute nationalité, des milliers et des milliers et des milliers de cyber-résistants, comme on disait, ceux qui ont été les promoteurs et les lanceurs des printemps arabes, de diverses nationalités, y compris des Libyens, des Tunisiens, des Égyptiens, des Syriens, des Yéménites, des Marocains, de toutes les nationalités, tous les pays qui ont été touchés par les printemps arabes. Il n'y a pas eu que les 3 ou 4 que vous venez de signaler. Ils ont été tous, peu ou prou, y compris le Liban a été touché. La première révolution, le printemps arabe, je crois que ça a été en 2005-2006, mais personne ne l'a présenté comme ça. C'était avec des manifestations anti-syriennes pour obtenir le départ des troupes syriennes du Liban. Ça, c'était en 2005-2006, la révolution du Cèdre, comme on a dit. On n'appelait pas ça un printemps arabe à l'époque parce que ça a été un peu isolé, mais c'était en plein dans la décennie qui a vu le lancement et la formation de ces cyber-résistants, etc. C'était le même genre de méthode et de technique. Oui, avec des meneurs, avec des cyber-résistants, etc., qui étaient des gens, souvent qui avaient été formés à l'étranger par tout un réseau d'ONG et qui étaient financés par les services secrets américains et par les fondations américaines, par les universités, tout l'establishment néoconservateur et tout son banc et son arrière-ban qui finançaient tous ces cyber-résistants. Et toutes ces organisations avaient fait leur galop d'essai en Yougoslavie. Dans l'ex-Yougoslavie, pendant la décennie 1991-2000, depuis la chute de l'Union soviétique jusqu'à la guerre du Kosovo. Et c'était le galop d'essai pour réduire la Russie dans l'ex-URSS, pour l'attaquer, y compris sur son glacis du pacte de Varsovie, et sur les ex-républiques soviétiques, comme les pays baltes, la Géorgie, l'Ukraine, par exemple. C'était ça. Donc il s'agissait... Et la Yougoslavie avait un statut à part, c'était un pays communiste, à vrai dire, unifié, où il n'y avait pas toutes ces ethnies qu'on note maintenant. Je suis allé en Yougoslavie plusieurs fois. C'était un peuple qui me semblait relativement homogène. Il n'y avait pas de problème religieux spécialement. On avait fait des musulmans une nationalité, mais ça c'était le système de Tito. Mais donc c'est là que il y a l'organisation qui s'appelle Canvas, qui est un espèce de réseau d'ONG, et avec le sigle Otpor, qui veut dire en serbo-croate et dans les langues slaves résistance. C'est là que ça avait été, voilà, le point levé, qu'on va retrouver comme symbole, comme logo des révolutions, y compris des révolutions arabes, y compris la révolution syrienne au départ. On va trouver ce point levé et un logo qui est inspiré donc des moines du Yougoslavie. Il y a une filiation directe, mais les gens de Canvas s'en réclameront. Ça a été tout un réseau mondial financé en gros sous égide américaine et des fondations des ONG américaines et du pouvoir néoconservateur américain. C'est ça. Alors, donc en 2011, il y a des ONG, et donc tous les héros, il y a le schéma, toujours un incident fondateur, il y a une manifestation qui a lieu à la mi-février à peu près, qui est un peu réprimé, mais c'est pas des gens qui protestent contre l'assassinat ou je sais pas, la mort en prison de je ne sais plus qui, d'un avocat qui avait défendu des opposants libyens. Ensuite, la manifestation dégénère un peu, ça doit être réprimé, disons, un peu de façon disproportionnée, mais c'est pas une manifestation de masse. Et 2 jours après, ça démarre. Il y a le premier jour de la colère, les vendredis de la colère, donc à la sortie des mosquées, ça démarre. Donc au début, il y a ces fameux révolutionnaires libyens. À l'époque, il y a Al Jazeera qui est au summum de sa gloire et qui va promouvoir ces révolutions et qui va déraper à partir de l'Égypte et de la Libye, c'est-à-dire ne plus faire de l'info, mais de l'intox, ce qui n'est pas pareil exactement. En Libye, ça sera de l'intox. Donc Al Jazeera va se promouvoir en promoteur de la révolution libyenne, entre guillemets, et montrer ces images. Je me souviens encore, je suivais ça sur Al Jazeera à l'époque. Après, j'ai cessé de regarder Al Jazeera, mais c'était du bourrage de crâne, et puis avec des commentaires, on n'en finissait plus. Il faisait la promotion de la révolution, quoi. Conseil national transitoire, tous les défecteurs, les transfuges, les déserteurs, etc., étaient tous portés au nu. Et les cyber-résistants, ils étaient là l'espace d'un printemps, l'espace d'une rose plutôt. Hein. C'est-à-dire qu'ils lançaient les premières manifestations, mais comme c'était des cyber-résistants, on les trouvait sympas, ils nettoyaient, ils balayaient les rues. En Libye, ils balayaient les dunes, je pense, puis ils couraient derrière avec des kalachnikovs. C'était incompréhensible.
on les voyait courir d'une dune à l'autre, je dirais, comme ça, avec pan, pan, pan. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur technique exactement, on ne savait pas où ils étaient. Ils venaient de nulle part, ils allaient nulle part, un petit peu comme les révolutionnaires libyens, globalement. Mais ils ne venaient pas de nulle part, en fait. Ils venaient quand même de cervelles qui étaient un petit peu... il y avait une conjonction... Déjà en Libye, comme il y avait en Tunisie, en Égypte, il y avait cette conjonction entre les Occidentaux, donc les États-Unis, quelques Européens. En Libye, c'était la France, la Grande-Bretagne, l'Italie en tant qu'ex-puissance coloniale, mais il y a eu également très vite la Turquie, parce que c'était une ancienne puissance de tutelle au temps de l'Empire ottoman. Et puis il y a eu le Qatar, l'Arabie Saoudite, très vite les pays de la Ligue arabe qui sont intervenus. C'est la première fois qu'on a vu la Ligue arabe finalement demander une intervention de l'Occident, une intervention militaire, et se dire prête à y participer contre un pays arabe. C'était une grande première de la Ligue arabe. Ça marquait le début de la fin, d'ailleurs, de la Ligue arabe. C'est vrai, l'intervention de l'OTAN de la part des pays arabes, c'était... Oui, c'était une grande première historique, ça. Bon, on n'avait jamais vu ça. Mais on va s'habituer à beaucoup de choses après, par la suite. Alors donc ça se passe en quelques semaines, et il y a une première résolution. On n'attend pas, il n'y a pas de diplomatie là-dedans. Il n'y a pas un jeu comme il y a eu en Égypte ou en Tunisie, même des espèces de négociations diplomatiques. Il n'y en aura pas. La seule organisation qui essaiera d'intervenir diplomatiquement, ce sera l'Union africaine. Je pourrais y revenir tout à l'heure, mais la Ligue arabe va être complice des Occidentaux et de l'OTAN, et le Conseil de sécurité, à l'époque, ça va être une date intéressante, parce qu'il y aura il y a une première résolution qui est votée à la fin février, quelques jours après la première manifestation. Il y a déjà une résolution des Nations Unies qui sanctionne la Libye. C'est préparé. D'habitude, les Nations Unies, c'est que ça va pas vite, hein, faut pas être pressé, hein, si on attend quelque chose de positif. Ah là, ça va venir vraiment très très vite. Et donc je crois que les Nations Unies sont en train de faire le point fixe, quoi. Et là, à l'époque, parmi les 5 membres permanents, il y a les 3 occidentaux qui marchent comme un seul homme. Et puis, il y a la Russie et la Chine qui vont se laisser circonvenir pour la dernière fois. Les Occidentaux vont convaincre la Russie et la Chine de dire mais non, c'est pour protéger le peuple libyen contre les massacres du colonel Kadhafi. Et la Chine et la Russie vont se laisser, avec beaucoup de réserve, circonvenir, puis dire bon, ils s'abstiennent, ils ne votent pas pour les sanctions, mais ils s'abstiennent. Donc en février, la résolution 1970, et puis il y aura 15 jours ou 3 semaines plus tard, le 17, 16 ou 17 mars, il y aura la résolution 1973, oui c'est ça, 1970 puis 1973 du Conseil de sécurité, qui votait donc sans veto. La Russie et la Chine s'abstiennent, mais comme elles ne s'opposent pas, donc il n'y a pas de veto, donc la résolution passe. Et qui renforce les sanctions, les premières sanctions de février, et qui autorise des États membres des Nations Unies, ceux qui le désirent en fait, à intervenir en Libye, à prendre les dispositions nécessaires pour intervenir en Libye, pour protéger le peuple libyen contre les massacres du colonel Kadhafi. Alors, on ne demande pas, il n'y a pas de preuve ni rien du tout, on demande... Et donc, dès le lendemain, en 24 heures, c'est fait, c'est l'OTAN qui est à pied d'œuvre, donc il n'a pas été question. C'est légal si on veut, mais... Enfin, c'est légal du point de vue du droit onusien, c'est un peu inique du point de vue du procédé. Et puis, ils vont commencer à bombarder, ce qui n'est pas du tout prévu, puisqu'il est prévu, il n'est pas prévu qu'ils bombardent et qu'ils détruisent la Libye, ça c'est pas leur mission, c'est de protéger le peuple libyen. Alors en fait, de protéger le peuple libyen, ils vont faire un peu comme faisaient nos amis américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils bombardaient systématiquement toutes les sites, il n'y a plus rien qui bouge, comme ils font un peu en Syrie d'ailleurs. C'est pas très... À Raqqa, il n'y a plus d'habitants. Ils avaient fait à Mossoul aussi. Ah ben à Mossoul, oui, à Mossoul, il y a eu un véritable massacre. Alors, effectivement, au milieu, il y a des gens de Daesh, de Al-Qaïda, je ne sais pas trop quoi, enfin des groupes terroristes, mais on ne fait pas le... Alors, bon, en fait, on dirait peut-être comme Mareki, bah, si vous ne voulez pas vous faire massacrer, il ne fallait pas vous trouver là, quoi. Mais enfin, quand même, celui-ci, moi, je ne plaisante pas du tout, parce qu'il y a eu, à Mossoul, c'est un massacre, à Raqqa, il y a eu un massacre aussi, par les Américains qui ont bombardé. Raqqa est une ville, moi, j'y suis pas allé. C'est presque comme du nettoyage ethnique de certaines populations. C'est presque du nettoyage ethnique, puisque ça consiste finalement à chasser les habitants originels et à les remplacer par d'autres, notamment en Syrie. Plus tard, on va voir
des villages ouïghours, des villages tchétchènes, disons dans le nord syrien, avec les habitants syriens, y compris musulmans, y compris sunnites, mais peu importe, qui ont été éjectés et pour être remplacés. Il y a une technique à l'israélienne, disons, de peuplement par des gens venus un peu de tous les horizons, des gens qui n'ont pas de rapport avec cette région-là, c'est pas leur terre natale, mais on les installe là pour faire une espèce de remplacement de population. C'est encore ce qu'en Syrie, c'est encore la technique qui est un petit peu utilisée par les Américains dans le nord, là où ils sont encore, ils ont encore quelques troupes dont ils prétendent conserver en Syrie, complètement illégalement, en violation du droit international. Enfin, je reviens à la Libye, donc c'est ça ce qui va se passer en Libye. Et par conséquent, la Ligue arabe va aider l'Occident et les bombardements ont commencé. Il y aura, je ne sais pas, des dizaines, des centaines, des milliers de raids aériens avec des destructions. Probablement que ces bombardements, y compris auprès de la population civile, feront certainement plus de victimes qu'en a pu en faire Kadhafi pendant 40 ans de règne. Et donc en toute illégalité, en violation des relations internationales. Alors, mais je dirais, c'est pas à toute chose malheur est bon, mais l'un des impacts de cette infamie, je dirais, c'est que globalement, la Russie et la Chine, immédiatement, sans qu'ils ont été bernés, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Une grande puissance ne revient pas en disant « Oui, je me suis trompé, vous allez rire, mais je voulais mettre un veto ». Non, en disant « Il n'y aura plus jamais de résolution libyenne ». D'où, 6 mois plus tard, en octobre, dans le mois d'octobre 2011, le premier veto qui va surprendre tout le monde, la Russie et la Chine mettent un double veto pour empêcher une résolution genre libyen contre Bachar al-Assad, contre la Syrie. Ouais, c'est ça. Donc là, contre Kadhafi. Alors Kadhafi, il va y avoir, donc, on ne parlera les Occidentaux et les islamistes, les régimes islamistes, d'ailleurs la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar notamment, et le Conseil de coopération du Golfe, ne parleront jamais de diplomatie. Ils parleront immédiatement de renverser le colonel Kadhafi, de changer le régime, qu'on appelle le regime change, la politique de changement de régime. Et immédiatement, ça va être ça. La seule organisation internationale qui va prendre un peu de gants et qui va essayer de trouver une solution politique et diplomatique, ça va être l'Union africaine. Mais l'Union africaine, étant ce qu'elle est, j'ai beaucoup de respect pour l'Union africaine et elle a certainement qu'il ne faut pas qu'elle disparaisse. Elle avait des ambitions, mais elle ne s'en donne pas les moyens. On va peut-être y revenir là-dessus. L'Union africaine, donc, qui demande la coopération de l'Union européenne et des Nations unies pour tout ce qu'elle entreprend, même remplacer un carreau de fenêtre au siège de l'Union africaine, il faut qu'il y ait un financement de l'Union européenne et des Nations unies. Alors, dans ces conditions, elle est complètement pieds et poings liés. Donc, l'Union africaine va néanmoins, dès le début des événements, dire, voilà, on a eu le Darfour, on n'a pas réussi à traiter le Darfour parce qu'on ne nous a pas laissé traiter. Pour la Libye, ça va être notre deuxième dossier phare. Et on va traiter, c'est une affaire du continent africain et on ne peut pas faire autrement. Alors pour le colonel Kadhafi, ça se comprend, puisque je ne reviens pas là-dessus, mais le rôle à la fois de guide, d'inspirateur, de concepteur de l'Union africaine, son rôle de promoteur, son rôle de financeur des instituts de l'unité africaine. Donc les Africains le considèrent comme quelqu'un, il est assez populaire auprès de beaucoup de gouvernements africains et peuples africains, et qui ne le considèrent pas du tout comme un type qui serait un peu cinglé, quoi. Il considère que c'est un homme sérieux, et au fond, qui a rendu beaucoup de services au continent, ce qui est objectivement vrai. Alors, donc, l'Union africaine va s'investir, mais seulement au sein de l'Union africaine, et ça c'est un autre problème, il y aura tout un problème institutionnel, un problème de moyens, qu'on ne peut pas demander l'aide financière pour n'importe quoi et à tout propos. Donc c'est comme si on invitait le loup à aider à garder les brebis, quoi, ou les moutons. Hein, bon. Je pense qu'évidemment, inévitablement, celui qui paie, celui qui finance non seulement paie, mais va vouloir commander. Hein. Donc l'Union africaine n'aura pas les mains libres et en plus il y aura une concurrence, je pense qu'il y aura entre la commission, le conseil des chefs d'État, le conseil des ministres des Affaires étrangères
entre la Commission africaine, le président de la Commission, le commissaire chargé des relations extérieures, le groupe de haut niveau qui va être créé de chefs d'État dans le cadre de l'Union africaine, les organisations régionales, etc. L'Union africaine, il va y avoir tellement de monde qui s'occupe du dossier libyen. Et il y aura tellement de monde qui s'oppose, disons, à toute intervention de l'Union africaine dans le dossier, parce que ça serait une intervention diplomatique, que finalement l'Union africaine va se faire éjecter. Disons, depuis la résolution 1973, ils proposent d'envoyer des chefs d'État, 5 ou 6 chefs d'État, dans un panel de chefs d'État de haut niveau, donc créé par l'Union africaine. Ils veulent se rendre à Tripoli et en Libye pour prendre des contacts avec toutes les parties pour trouver une solution politique. L'OTAN leur interdira d'y aller en disant c'est pas possible parce qu'on commence à bombarder. Donc ils ne pourront pas aller en Libye, ils pourront y aller quand les bombardements sont commencés. Alors, je pense que l'Union africaine va être mise hors jeu, mais elle poursuivra sa démarche et courra, j'allais dire, après la diplomatie, et elle courra après les bombardements en arrivant toujours 48 heures trop tard. Quelque part, et en prenant de réunions de sommet de l'Union africaine, de réunions des ministres, du conseil, du panel des chefs d'État de haut niveau, de la commission, toutes les déclarations diverses, de réunion de décision en décision, les propositions viendront toujours trop tard et sont donc inopérantes. Donc ça va le jeu, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin c'est facile, c'est qu'on prend une chronologie, disons sur le terrain, je m'étais amusé, enfin amusé c'est une façon de dire, j'ai fait quelque part, quand on prend la chronologie de la crise libyenne, si on met en rouge par exemple toutes les péripéties de la crise libyenne, la création du Conseil national de transition, la nomination d'un tel, la formation de telle chose, de telle ou telle institution, et puis les actions diplomatiques qui sont celles de l'Union africaine, il n'y en a pas eu d'autres en gros, en dehors des résolutions du Conseil de sécurité, mais après c'est terminé, il n'y a plus d'intervention diplomatique, c'est seulement l'Union africaine. On voit bien que c'est entrelardé et que l'Union africaine court en fait, pas après la victoire, elle court après la défaite en quelque sorte, puisqu'elle ne pourra jamais rien faire. Donc jusqu'à la mort de Kadhafi fin octobre, jusqu'à sa fuite d'abord de Tripoli, ils sont encore en train de proposer un gouvernement d'unité nationale, l'Union africaine, alors que Kadhafi est en train de quitter Tripoli, ça c'est dans l'été 2011. Et ensuite il sera en fuite, il sera rattrapé dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire kidnappé, enfin dénoncé par des services spéciaux occidentaux probablement, sans entrer dans les détails, et il subira le sort que l'on sait devant les caméras. Et l'Union africaine va finir par reconnaître le Conseil national de transition, je crois en octobre ou novembre. Et quand Abdel Jalil, donc qui sera l'un des pontes de l'ex-régime de Kadhafi, la Jamaïria, sera un peu l'homme fort de la Libye nouvelle avant d'être écarté. Eh bien, quand il déclare quand les nouvelles autorités déclareront la fin des hostilités et la Libye libérée, l'Union africaine viendra tout juste de reconnaître le Conseil national de transition. J'exagère peut-être un peu, mais pas beaucoup quand on prend le chronomètre, c'est ça. D'accord. Il était plus ou moins contraint et forcé donc, par la complexité diplomatique de son opération. Et parce qu'il y avait sans doute enfin bon, c'était trop compliqué pour eux. Et puis je pense qu'il y a tous les aspects cachés. Alors on a parlé de la Libye, les aspects internes, la répression, la démocratie, ça serait su. La Libye n'est jamais devenue démocratique. Alors comme je dis toujours, ceux qui aimaient la Libye sont servis. Il y en a eu jusqu'à 5 Libyes. Alors il y a un peu moins de pouvoir que ça actuellement, mais il y en a encore 2 ou 3. Il y en a eu 5 à un moment. Il y avait le pouvoir de Tripoli, qui était l'héritier du gouvernement central, Benghazi, qui avait été la place forte de la révolution, qui était sur la frontière Est. Ça sera une vieille technique des printemps en Syrie, par exemple, de mettre les places fortes de la révolution, entre guillemets, ou du soulèvement contre le gouvernement pour renverser le régime, de le mettre dans des points périphériques. En Syrie, ça sera à Dera, ça sera du côté de la frontière irakienne, la frontière turque, tout ce qui peut être alimenté de l'étranger. On ne saurait mieux avouer que tous ces mouvements étaient financés et devaient tout leur moindre succès à l'étranger. C'est comme s'il y avait une révolution française qui se cantonnait à Strasbourg, à Dunkerque,
Et puis il y a la Bidassoa, je sais pas, et puis à Nice et à San Remo, quoi. C'est à peu près ça. Bon, et puis parce qu'en Syrie, c'est ce qui va arriver. Et parmi ces financiers internationaux, il y avait donc des pays du Conseil de coopération du Golfe, oui. dont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et le Qatar, oui. Mais ce sont pour financer des groupes un peu différents, il me semble. Oui, mais à l'époque, ça n'est encore pas différencié comme ça va l'être en Syrie. Effectivement, il va apparaître plus tard qu'il y aura deux groupes, les groupes financés par le Qatar et la Turquie d'ailleurs. La Turquie intervient dès la Libye. Qui sont liés aux frères musulmans. Oui, c'est les frères musulmans. Et puis les autres, ce qu'on appellera les salafistes, c'est-à-dire des activistes, mais d'une autre école, des wahhabites. Alors, il y a quand même deux choses là-dedans, sans rentrer dans les détails. Le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont retrouvés, le Qatar en compagnie de la Turquie d'un côté, et l'Arabie Saoudite se sont retrouvés dans deux camps différents, à un moment au point d'apparaître ennemis et de l'être finalement, géopolitiquement. Mais ça n'est pas indifférent idéologique. Il y a deux régimes wahhabites parmi les pays arabes. Il y a l'Arabie Saoudite et le Qatar. Historiquement, idéologiquement et religieusement et théologiquement, ce sont deux régimes inspirés par le wahhabisme, le wahhabisme de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Alors, il y a un grand pays, l'Arabie Saoudite, et puis un micro-pays qui est le Qatar. Mais idéologiquement, c'est les deux pays wahhabites. Il y en a pas, ils ne sont pas dans des camps opposés théologiquement. Bon. Alors, il y en a un qui c'était jusqu'à présent un pays faussement rigoriste, rigoriste pour les pauvres et pour la masse de la population et pour toutes les classes dangereuses, comme je disais, tout le monde est dangereux en Arabie Saoudite, mais pour les familles princières, c'était beaucoup plus tolérant. Bon. Et puis deuxièmement, ça c'était une conception rigoriste, intransigeante, fanatique de l'islam qui va donner tous les malheurs que l'on sait. Et puis le Qatar, ça fait un peu un émirat kitsch à l'extérieur. À l'ambassade de Paris, c'est kitsch, avec une statue, je pense que ça représente la liberté, pas la liberté, mais sur la place de l'Étoile. Et puis avec de tables ouvertes de l'ambassadeur tous les jours, avec le champagne qui coule à flot. Il n'y a pas des danseuses, mais c'est presque avec des trucs à plumes. Bon, c'est vrai que le tout Paris qui se bouscule. Ça, c'est quand même, c'est l'image que la diplomatie, ce que le Qatar appelait et appelle encore sa diplomatie publique, c'est-à-dire puisque ces immenses sources d'argent. Offrir du champagne à tout le monde. On dit que sur la Libye, je ne sais pas combien il aura dépensé, ça se sera fait beaucoup plus facilement. Sur la Syrie, l'ancien homme fort, Hamad bin Jassem El Thani, qui était le Premier ministre et l'homme fort, le ministre des Affaires étrangères du Qatar au temps de sa gloire, il y a quelques années. C'est lui qui sera un petit peu l'agent de tous les régimes islamistes et de la Turquie et des régimes arabes islamistes dans la région. Il aura reçu le mandat d'organiser, de coordonner toutes les affaires syriennes et il dira que l'affaire syrienne, en quelques années, lui a été revenue au seul Qatar. Le seul Qatar, ce n'était pas le seul financier, le Qatar à lui tout seul avait payé presque 140 milliards de dollars pour détruire la Syrie. Pas pour la construire, pour la détruire. Le seul Qatar. Que ça revenait à ça, c'est à ça que c'est le prix de revient de la crise syrienne, le coût de la Syrie en quelques années pour le Qatar. Eh bien, perte pour l'instant. Cependant, néanmoins, malheureusement, ils avaient dépensé aussi beaucoup d'argent en Libye. En Libye. Alors en Libye, il y a eu le problème de l'argent, il y a eu le problème, on dit que c'est une des raisons cachées. Les gens, on ne verra jamais à aucun pays dire je vais intervenir dans tel pays, il me faut une résolution des Nations Unies pour le démolir, le détruire, le casser, le morceler, et supprimer l'État, faire un politicide, ce qu'on appelle. Or en Libye, c'est bien ce qui a eu lieu. Il s'agissait de détruire l'État libyen en changeant son régime, ensuite de le morceler, de le dépecer, de façon à le contrôler plus facilement. Vous savez, la théorie du chaos constructeur, comme on dit, de Léo Strauss, c'est mes grands dadas, mais c'est pas seulement mon dada, hein, je sais ce que je dis et ce que j'écris, donc c'est bien une réalité. Ces théories expliquent qu'au fond, pour piller les ressources d'un pays, puisque c'est de ça qu'il s'agit, piller les ressources libyennes, pour piller les ressources d'un pays, c'est pas la peine de l'occuper, ça serait trop coûteux. Les Américains ne se sont jamais lancés à occuper aucun des pays, même maintenant, en ce moment. L'Irak, ils ont essayé, c'était une catastrophe, mais la Libye, non. Ils ont laissé d'abord d'autres essayer de le faire à leur place, mais sans troupes au sol, ce qui est une manière de ne pas occuper. Mais il faut, plutôt que d'occuper un pays, il faut plutôt en détruire l'État.
Parce qu'en détruire l'État, ça veut dire en détruire son armée. Et comme il n'y a pas d'armée, il n'y aura pas de résistance. Et donc il n'y a pas besoin d'occuper le pays. Et comme il n'y a pas de résistance, plus d'État, pas d'armée, on rentre comme dans du beurre et on peut gérer à son aise la situation chaotique. Comme ce qui intéresse, c'est pas de remettre de l'ordre et de balayer dans toutes les entournures et de remettre de l'ordre et des structures et un nouveau régime, il s'agit de piller les ressources pétrolières d'une part, les intérêts d'Israël d'autre part. Donc c'est ça, et les deux allant l'un avec l'autre. Dans la théorie du chaos constructeur, c'est dans une situation chaotique que les intérêts de l'Amérique et ceux d'Israël coïncident le plus. Voilà. Pour ce qui est d'Israël, si on peut en parler peut-être quelques instants, il y a ce plan Yinon, oui. Le plan Yinon qui a été développé dans les années 70 par donc 80. Un fonctionnaire. 82 il est publié, oui, c'est un stratège. Alors donc ils l'ont mis en œuvre pour dépecer la Libye, comme ils ont essayé en Syrie. Bon, maintenant il a échoué. Et donc, il y avait des actes intenses entre Israël et l'OTAN et les Arabes qui ont mené, enfin ceux des Arabes, des Wahhabites, qui ont... Bien sûr, ça fait partie de ce que j'appelle la conjuration, comme on dit, ce que j'appelle comme ça, dans Tempête sur le Grand Médian, je l'appelle comme ça, parce que pour moi c'est une conjuration, on peut l'appeler un complot, pas un complotisme, mais un complot. Disons qu'il y a une conjuration avec deux branches, il y a la branche occidentale, je dirais, c'est-à-dire les États-Unis, les Européens, les Occidentaux de façon générale, et puis Israël, qui travaille en symbiose, comme un seul homme, idéologiquement, religieusement, stratégiquement, etc., sont les mêmes penseurs, les mêmes stratèges. D'ailleurs, pour que la symbiose soit complète, ce sont souvent des doubles nationaux. Des juifs américains, mais souvent israélo-américains, pas seulement juifs américains. Les Strauss, par exemple, sont Oded Yinon est un stratège qui travaillait à la fois pour le gouvernement israélien et pour le gouvernement américain en l'année 82. Le plan, mais ce n'est pas le seul plan, c'est parce qu'il y avait une carte qui circule partout. Alors certains disent que Bernard Lewis, un autre orientaliste qui a été à l'origine aussi, qui est un des concepteurs, puis l'autre, un certain colonel, je ne sais plus comment, Walter, un nom comme ça, qui est un colonel, comme son nom ne l'indique pas, israélien, je crois. Bon. Mais enfin, il est plus connu sous le nom de Oded Yinon, c'était publié en 1982 pour le compte du gouvernement du Likoud, mais évidemment aussi pour le compte du gouvernement américain. 82, c'est le début du néoconservatisme aux États-Unis, c'est avec Ronald Reagan aux États-Unis, et puis Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. C'est le moment, c'est pas les débuts du néoconservatisme, mais c'est son émergence en tant que reprise en main couloir politique par le Parti républicain. Au départ, le courant néoconservateur n'est pas né parmi les républicains, il est né au Parti démocrate aux États-Unis, parmi des intellectuels de, vous savez, cette branche de trotskistes qu'on a vu dans d'autres pays. Les bobos. Oui, des trotskistes américains qui pratiquent l'entrisme et qui préconisaient plus de droite ni de gauche, c'est ringard, etc. Vous savez, c'est un peu comme on voit chez nous. Donc ça, c'est dans les années 60. C'est ce qui mènera probablement aux événements de 68. Ça faisait ce courant de pensée un peu en France et dans d'autres pays d'Europe, enfin en France notamment. Alors moi, je n'échafaude pas, je ne sais pas, mais je note historiquement, c'est ça, dans les années 60. Et pendant 20 ans, ils vont vivoter, à faire de l'entrisme, entrer à droite, à gauche, promouvoir leurs idées, commencer à créer des think tanks, des machins, des associations, des ONG, etc. Et quand Reagan arrive au pouvoir, il y a un terrain favorable et il adopte c'est la fin de la détente et ça va être l'épanouissement des temps de la doctrine néoconservatrice et des stratégies néoconservatrices. Donc on deux volets, l'un en Amérique et l'autre en Israël, en symbiose les deux, avec une base de messianisme religieux, le messianisme juif d'un côté, de la Bible, etc., les livres saints. C'est une question historique. Et puis le messianisme protestant, pour certaines églises protestantes, les évangéliques, on voit bien que même maintenant, même les chefs d'État américains ne sont pas insensibles à ça. Ça semble être comme une ligne de défense en dernier recours qui est invoquée, que ce soit par les Israéliens ou les États-Unis, pour justifier le fait que il faut faire comme ça, parce que c'est... la volonté de Dieu. Et comme on dit, l'alliance contre nature avec les islamistes, parce qu'il y a une alliance contre nature, qui est présentée comme contre nature avec les islamistes, je me plais à écrire que ce n'est pas du tout contre nature, c'est on ne peut plus naturel. Parce que pour les islamistes, c'est également la volonté de Dieu.
créer des émirats islamiques, le califat, détruire et démolir et découper en petites rondelles les États impies, hérétiques, laïques, démocratiques, républicains, laïcisants, modernistes. C'est le comble de l'abomination et de la désolation. Il faut les détruire, les dépecer. Et c'est la volonté de Dieu. On fait une bouillie d'émirats islamiques, comme on a fait en Libye par exemple, à un moment. Il y avait 500 ou 600 groupes révolutionnaires et des milices autant. Bon, il y avait 5 pouvoirs qui disaient l'unité nationale, on pourrait y revenir, mais bon, je pense que c'est ce qu'ils ont fait, les néoconservateurs, les islamistes, et en attendant de recréer le califat. Que c'est le rêve finalement des Turcs de recréer le califat ottoman un siècle après sa destruction. Comment Erdogan ne cache pas sa volonté de rétablir le califat turc et de reconstituer l'Empire ottoman sous une forme modernisée, d'où ses ambitions annexionnistes, d'où son rôle en Libye. La Libye, c'est 3 régences ottomanes. Hein. Et donc il s'intéressait, en Égypte, la Turquie est intervenue encore discrètement aussi, comme en Libye, mais disons il s'intéressait parce que c'était d'anciens, en Tunisie aussi. C'était une ancienne régence ottomane. Oui, bien sûr. Alors, oui, voilà, je pense que pour les... Maintenant, de nos jours, là, aujourd'hui, la Libye reste encore divisée en 3 factions d'influence, comme vous nous disiez, avec un gouvernement qui s'affirme comme légitime, dirigé par le maréchal Khalifa Haftar. Oui. Une faction terroriste qui se trouve dans l'est du pays, principalement, et tandis que le sud, lui, est aux mains des autorités tribales qui reconnaissent toujours la révolution verte de leur guide Muammar Kadhafi comme source d'inspiration et voient en son fils, Saïf al-Islam, l'héritier légitime du pouvoir central. Avec ses forces en présence dans le pays, sous le regard de la population libyenne elle-même et de l'opinion internationale, quelle perspective s'offre à la Libye, selon vous, et comment pourra-t-elle s'extraire de l'enfer que l'Occident a déchaîné sur elle ? C'est vrai, l'enfer que l'Occident a déchaîné sur elle, c'est vrai. Mais moi, je n'oublie pas, il ne faut jamais oublier, il n'y a pas que l'Occident. Tout ça n'aurait pas réussi s'il n'y avait pas eu, d'une part, des régimes, comme on dit, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays du Golfe, etc., qui avaient le même but, parce qu'ils voulaient faire la même chose à court ou à moyen terme, pas à long terme. À long terme, l'Occident veut imposer sa domination avec Israël, mais les islamistes aussi, mais pas du tout dans le même sens, c'est dans le but de créer un État islamique. Mais il y a une convergence. Je reviens encore une remarque, je pense qu'il y a une longue tradition de coopération et de collaboration entre les Américains et les frères musulmans pour combattre précisément les mouvements nationalistes, laïques, modernistes, le nasserisme, des gens, le gouvernement Kadhafi, etc., le livre vert, tous ces gouvernements. La Syrie, le parti basque était la bête noire, littéralement, parce qu'il représentait, depuis la mort de Nasser, il représentait la partie qui a été la plus inadmissible, etc., la plus inacceptable, et donc, eh bien ça. Donc il y a cette convergence, et c'est pour la volonté de Dieu également. Alors comme c'est des 3 régions monothéistes, c'est le même Dieu, hein. On l'aborde différemment. Moi je dis toujours, il n'y a pas un Dieu exotique, puis un Dieu qui donnerait une impression d'unité. Après tout, quand on dit Dieu pour nous dans les langues latines, Deus ou Dios, etc., bon ça paraît bien, c'est bien le même Dieu. Quand on dit God, paradoxalement, on a l'impression que c'est oui c'est le même, mais ça dit God, c'est comme pas la même consonne. Là ça veut dire Dieu en arabe, c'est tout, hein, ni plus ni moins. Allah, ça veut dire Dieu. Oui. Alors donc, si on appelait ça Dieu, déjà, ça permettrait de mieux comprendre que des fois, les convergences qui peuvent... les trois messianismes, juifs, protestants, enfin, il n'y a pas de messianisme chrétien, parce que les catholiques ont déjà eu leur... Il n'y a pas de messianisme catholique. Les catholiques pensent qu'ils ont déjà eu leur messie, ça va? Les protestants, c'est pas si net. C'est un messie, mais on a l'impression des fois que pour certaines églises protestantes, c'est comme un messie, mais qui n'est pas très satisfaisant, puis que c'est vieux, que c'est un demi-messie. Je ne fais pas de sacrilège, j'ai le plus grand respect pour toutes les religions, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'est pas très très net, et que ça favorise un certain messianisme, on attend quelque chose après. Alors on ne sait pas si c'est le jugement dernier, là tout le monde sera content, mais disons c'est ça. Et puis le messianisme musulman, donc islamiste, takfiriste, voilà, et qui sont tous les 3, a priori, tout à fait intolérants, mais qui ont la même conception.
Alors, je sais pas. Je crois, oui, sans les régimes, l'aide de la Turquie, des régimes islamistes, des islamisants, toutes les forces islamiques, frères musulmans, wahhabites, takfiris, et tous les djihadistes, comme cette marée humaine de djihadistes et de terroristes, on dit qu'il y en a eu depuis le début, par exemple en Syrie, il y en a eu 250 000 en Syrie qui ont circulé, dont peut-être plus. Certains sont morts, ont été tués, sont repartis, d'autres sont toujours là. Il y a eu un renouvellement, c'est inépuisable pratiquement. Et donc, sans cette marée de djihadistes qui viennent pas là en faisant du tourisme, dire tiens, ça nous plaît, on va faire la guerre sainte ici. Ils sont appelés, ils sont financés, c'est même fort cher. Alors, il y a l'argent, en parlant de finance, l'argent de Kadhafi. L'argent de Kadhafi, ça c'est une des raisons de la crise libyenne. Ça a été en fait, ça apparaît dans les papiers des Wikileaks, là, vous savez, je crois que, enfin, oui, c'était, donc Kadhafi, en fait, on a dit, puisque une des premières choses qui a été faite, dès 2 jours après la première manifestation en Libye, la première des sanctions, il y a une résolution 1970, 3 jours après, je crois. Ça y est, il y a les 3 sanctions traditionnelles. Le gel des avoirs libyens, qualifié pour la circonstance de l'argent de Kadhafi, l'argent de la Libye. Il y a l'embargo sur les armes et sur la coopération militaire, et puis le travel ban, c'est-à-dire, vous savez, la liste noire pour ne pas empêcher les personnalités de visiter. Alors, globalement, on notera que Kadhafi, je ne pense pas qu'il avait envie de voyager à l'époque, hein, ni ses partisans. Par contre, tous les transfuges et déserteurs, il n'y avait pas de travel ban pour eux. Et les transfuges et déserteurs qui circulaient pour aller supplier les bons occidentaux de venir bombarder et détruire leur pays, ça existait. Alors, mais 3 jours après, l'argent libyen, il est apparu, enfin d'après plein de sources quand même, après coup, que c'était pas de l'argent de poche du colonel Kadhafi pour sa femme et ses fils, que c'était d'abord l'argent libyen, et que ça s'élevait au total, c'est des investissements à longue date, il y avait à peu près au moins 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, moi je ne les ai pas dans ma poche, vous probablement pas, sinon je vous retiendrai. Non, c'est une mauvaise plaisanterie. Mais je dirais que de toute façon, oui, 700 milliards de dollars. Et donc, dont on donne un détail approximatif, qu'à quelques milliards près, c'est vrai que ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. 250 milliards aux États-Unis d'investissement dans les banques, dans les machins, dans les dépôts, etc. 250 dans l'Union européenne et les autres pays occidentaux, dans le menu fretin, ça fait 500. Il y avait 150 sur le continent africain pour créer des institutions communes africaines et essayer de faire décoller l'autonomie financière du continent africain, lui créer une monnaie indépendante de l'euro, du dollar, etc., etc. Le fameux dinar or. Le fameux dinar or, oui. Et puis une autre centaine, je ne sais plus ce que ça veut, d'où il venait. Enfin, vous arrivez à 700, j'étais déjà arrivé à 500, 650, bon, il en manque 100 encore, mais il y a encore une autre centaine de dollars, des investissements peut-être dans des banques qui ont été piquées ici et là. Et puis sans compter le pillage du pétrole volé. Et qu'il s'agissait d'empêcher de le saisir. Cet argent a été saisi. Et j'ai interrogé, je raconte toujours l'anecdote, c'est vrai, je ne dirai pas le nom de la personne qui habite Paris d'ailleurs, à qui j'ai posé, qui est un grand expert en finance économique, et je lui demandais, c'était au début de la crise libyenne, on entendait parler des sanctions, la saisie de l'argent de Kadhafi. J'ai dit, mais enfin, c'est l'argent libyen, quoi. Oui, c'est l'argent libyen, l'argent de Kadhafi. Hein. C'est pas pareil. Allez, mais ça a été saisi, mais quand est-ce que ça va revenir? À qui ça sera rendu? Parce qu'il n'y a plus de pouvoir central. Est-ce que finalement, ce ne serait pas volé tout simplement? Ça me donne tout à fait l'impression, parce que quand il y a des sanctions ou avec une saisie d'argent, on ne voit jamais ces sanctions levées, ça ne revient jamais. Et il m'a répondu, après un bref silence de réflexion, il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que ma question est pertinente ou impertinente? Et il m'a dit, ah non, elle est plutôt pertinente. Il a dit, vous avez raison, en réalité, non, ça ne reviendra jamais. On le voit, c'est disparu, pas pour tout le monde, mais quand l'argent est saisi, il est mis sur des comptes, ces comptes avec le biais de sociétés écrans, de banques fantômes, de paradis fiscaux. Il y a un blanchiment, de même qu'il y a un blanchiment de l'argent de la drogue, il y a un blanchiment de l'argent des sanctions.
ça disparaît, c'est perdu pour les propriétaires légitimes, le peuple libyen en l'occurrence, hein. Même si on désapprouve totalement, comme c'est mon cas, ce qui a été fait sur Kadhafi, ben, il y aurait bien à l'avenir des successeurs, mais ça ne reviendra jamais. Ça apparaît au crédit de comptes de divers Oui, on ne voit plus que c'est de l'argent libyen, c'est ça l'objet du blanchiment, l'argent de la drogue non plus, ça n'apparaît plus. Vous ne voyez plus les types qui, à la fin, c'est pas perdu pour nous, ça s'est éparpillé, c'est des sociétés, c'est extrêmement compliqué, mais jamais il n'apparaît, c'est la vente de tonnes de cocaïne. Je ne m'y connais pas, c'est peut-être un peu excessif, mais enfin, j'en sais rien, ça n'apparaît jamais comme ça, c'est pareil comme de l'argent, et précisément, l'opération de blanchiment a pour l'objet de rendre honorable ce qui est déshonorable. Et donc le peuple libyen est en droit d'exiger le remboursement mais est-ce qu'ils le savent, le peuple libyen? Et puis qui va le faire? En général, c'est le rôle des autorités, mais bon... Justement, que va-t-il devenir de la Libye dorénavant? Vous avez le gouvernement de Khalifa Haftar. Ouais. Est-ce que c'est lui qui va aller réclamer les 700 milliards? Je ne sais pas, moi je doute. Ce serait bien, non? Oui, ce serait bien, mais c'est pas ce qui va arriver, moi je crois pas. Parce que je ne sais pas moi, comment ça fonctionne en Libye, je ne me lancerai pas là-dedans, c'est des considérations de politique intérieure. Mais je sais que quand la chute de la Jamaïria, il y a eu une jungle de centaines de groupes terroristes, de milices et de groupes terroristes et de conseils révolutionnaires qui ont gouverné localement la Syrie, la Libye, etc. Donc une jungle. Et ont émergé, je crois, pendant une époque, donc fin 2011, 2012, il y a eu jusqu'à 5 pouvoirs, qui voulaient tous des pouvoirs d'unité nationale. Il y avait le gouvernement de Benghazi, qui serait tenu plus ou moins plus tard par le maréchal Khalifa Haftar. Il y avait le gouvernement d'unité nationale de Tripoli, qui est tenu actuellement donc, par Fayez el-Sarraj. Je crois qu'il existe toujours. Il existait il n'y a pas longtemps encore, je pense, puisqu'ils se sont rencontrés à Paris sous l'égide de M. Macron, je crois bien, il n'y a pas plus d'un mois ou deux. Et un mois. Et donc, il y avait ça, ces deux gouvernements, Benghazi, fief de la Révolution, donc la Libye nouvelle, Tripoli, la continuité, si on veut, Fayez el-Sarraj. Ensuite, il y avait au Fezzan, il y avait un gouvernement du côté de Tobrouk, qui avait un gouvernement. Et ensuite, il y a eu l'émirat Derna, l'émirat islamique de Derna, qui était inspiré par des groupes islamistes qui, on disait des fois qu'ils voulaient les successeurs de Kadhafi, ou je ne sais pas très très net. Et puis il y a eu une tentative d'implantation de Daesh dans les environs de Sirte, dans ce qu'on appelle le croissant pétrolier. Enfin, je crois que c'est la région qui est une des régions libyennes qui sont riches en pétrole. Et Daesh a essayé de s'installer là en tant que... en faisant allégeance à Daesh, à l'État islamique. Et donc, mais il a été délogé il y a 6 ou 7 mois, notamment par les troupes du général Haftar. Alors le général Haftar, moi je ne sais pas comment il y a quand même une jungle politique libyenne, hein, c'est quand même pas... c'est très compliqué. Il y a plusieurs gouvernements, il y a plus que 3 pouvoirs, vous avez raison, donc ce que vous disiez tout à l'heure, je ne le répéterai pas. Il n'y en a plus que 3. L'État islamique a été déraciné, mais il est toujours menaçant, il est toujours là. Les gens de Daesh sont toujours là. N'importe où, quand ils disparaissent d'un endroit, ils disparaissent prudemment, mais ils sont toujours là. Il me semble qu'ils étaient très intéressés par la contrebande de pétrole et le trafic d'êtres humains également. Ils avaient choisi, comme en Irak et comme en Syrie, de s'installer dans les régions pétrolières, les régions les plus riches en pétrole, parce qu'il y a du pétrole ailleurs. Mais bon. Alors, la production pétrolière en Libye, écoutez, la production pétrolière, on dit que d'une date récente, je voyais une stature, je ne sais pas, c'est difficile de voir parce qu'on ne sait plus qui exploite le pétrole libyen. L'objet de l'opération, c'était d'enlever tout rôle à un État libyen, à une autorité libyenne. Donc il y a du pétrole qui est exploité. On disait que la production a été exportable ou exportée officiellement était à 11% de ce qu'elle était avant 2011. Alors ça fait un dixième, quoi, en gros. Hein. Ça fait pas beaucoup. Mais moi, ça m'étonnerait qu'il n'y ait que ça qui soit, parce que l'objet de la guerre de Libye, c'était précisément de permettre une exploitation effrénée du pétrole sans entrave. Comme on disait bien, les 68 arts, il y a 50 ans de ça, on disait qu'il faut jouir sans entrave. Là, c'était jouir sans entrave du pétrole, de l'argent du pétrole.
Du pétrole des autres. Du pétrole des autres, bien évidemment. Sûr. Et donc on ne sait pas, moi je ne sais pas comment ça fonctionne, les compagnies pétrolières, occidentales, pas occidentales, et puis certainement donc, tous ces groupes, ces milices, ces conseils révolutionnaires soi-disant, qui vont faire ce que faisait Daesh, disons, en Syrie et en Irak, c'est-à-dire pomper le pétrole, de voler le pétrole de l'État légal, et puis le vendre au marché noir à des prix défiant toute concurrence, ce qui permettait de l'écouler facilement. Mais même si on voulait mettre une fin à tous ces trafics, il y aurait certainement un moyen. Les gens ne se promènent pas avec des valises si on a vendu, je ne sais pas, moi, 100 000 de barils de pétrole, on voit rarement des gens se promener ça avec les poches revolver gonflées de billets. Hein. Il y a des circuits financiers, des machins, alors je ne sais pas comment ça fonctionne, mais la Libye, c'est ça. Je crois que sur les 700 ou 750 milliards d'argent dit de Kadhafi, en fait, qui sont de l'argent libyen, Kadhafi se trouvait être le chef de l'État, il faisait de la redistribution. Je crois qu'on a retrouvé la trace de 12 ou 13 milliards sur 700. Alors, c'est une énorme somme, 12 ou 13 milliards, mais à l'échelle de 700, c'est pas grand-chose quand même. Qui ont été redonnés pour de l'aide humanitaire. Mais de l'aide humanitaire, quand on a détruit un pays, je crois pas que ça soit satisfaisant, quoi. Non, c'est clair. Très bien. Que pensez-vous des espérances du peuple libyen, sachant qu'il est donc tenaillé, toujours déchiré entre plusieurs factions, qu'il y a des factions qui se disent légitimistes, mais qui sont de fait tout simplement maintenues au pouvoir par la coalition otanesque, et des attentes des héritiers du guide Muammar Kadhafi lui-même, que ce soit ses fils, les membres de sa famille, et de Saïf al-Islam en particulier, qui semble être qui semble déjà, il dispose de l'appui et du soutien des tribus du Sud. Et pensez-vous que cela, ou comment cela pourrait-il éventuellement aider le peuple libyen à recouvrer sa liberté? Alors, il y a eu des tentatives. Je pense que les parcours des différents... Je ne pourrais pas me lancer là-dedans, parce que bon, ces considérations-là, mais souvent, les deux hommes forts qui se disputent la légitimité suprême, c'est le maréchal Khalifa Haftar, donc un militaire, qui a été quand même un des chefs des compagnons de Kadhafi, mais qui était passé à l'opposition en 1987, qui avait fait un coup d'État pour renverser Kadhafi, qui avait été amené à fuir et qui était parti vivre aux États-Unis. Bon. Alors, après, il est réapparu maintenant, on dit que c'est un homme fort. Alors, on ne sait pas très bien quelles sont ses relations. Moi, je ne m'en lancerai pas là-dedans, parce que c'est des bruits qui courent, c'est ce que l'on dit. Mais enfin, en tout cas, et son concurrent, il est installé à l'est, à Benghazi, qui était le fief de la révolution libyenne, entre guillemets. Alors, il joue un rôle très important, certainement. Alors, certains l'accusent de toutes sortes de choses. On dit finalement qu'il combat Daesh, certains disent qu'il a déjà avec Daesh. Vous savez, on accuse tout et n'importe qui de tout et n'importe quoi désormais. Alors je ne sais pas, moi je ne me lancerai pas, c'est des spéculations. Vous pouvez même zapper ceci parce que c'est un peu incertain. Et son concurrent par contre c'est Fayez el-Sarraj, le président du conseil présidentiel du gouvernement d'unité nationale. Avec un nom aussi pompeux qui insiste autant sur son rôle de président de l'Union nationale, c'est suspect, on se dit, il ne va pas contrôler grand-chose. Hein. C'est pas parce qu'on est à Tripoli qu'on contrôle la Libye. Alors, il a beau remplacer. C'est vrai qu'il y a eu un espèce d'accord politique. Il y a une chambre des représentants, le Parlement libyen. Il y a eu un accord politique qui essaie de restructurer les pouvoirs libyens. Alors, il y aurait la chambre des représentants, à supposer qu'il n'y en ait qu'une et pas deux, plutôt. Et puis, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire un président élu, mais il n'y en ait qu'un seul. Après, l'accord qui a été signé, c'était en octobre, je crois, dernier, donc c'est relativement récent, prévoyait qu'il y aurait 2 vice-présidents et non plus 6. Il y en avait 6 pendant un moment pour représenter toutes les factions. Alors 6 vice-présidents, c'est pas gailleux. Donc là, il y aurait un président et 2 vice-présidents, un premier ministre indépendant,
un rôle séparé, et puis donc une chambre des représentants. Ça serait une restructuration du Congrès. Et ça a eu le comité de dialogue politique, et il y a eu un comité de révision du dialogue, semblerait, après les informations que j'ai, moi, sauf si ça a changé peut-être la semaine dernière, enfin, moi j'en suis resté à ce qu'ils étaient tombés d'accord sur une restructuration du pouvoir, qui serait une bonne chose pour le peuple libyen, parce que s'il y a une chose que je souhaite ardemment, que je pense que tous les gens de bonne volonté souhaitent pour le peuple libyen, c'est bien qu'il retrouve une unité, qu'il y a à nouveau un État libyen digne de ce nom, et que finalement, peu importe que la capitale soit à Tripoli, à Benghazi, c'est une affaire libyenne, hein, de même que d'être à Washington ou à New York, hein, la capitale, bon. Mais seulement qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement, une seule autorité, il n'y ait qu'une seule Libye. Et puis de mettre fin à tout ce règne des milices et de ces groupes, ces conseils révolutionnaires, qui sont en général pas plus révolutionnaires que je sais pas, que n'importe qui, mais en tout cas qui sont, ça fait un peu pagailleux, quoi. Donc pour que la Libye finisse de se sortir de cette ornière sanglante, il faut que le gouvernement ou les autorités qui sont en train de s'instituer réussissent de finir de faire le ménage. Oui. Et purger le pays des restes. Mais il faut qu'un dirigeant s'affirme et qu'il n'y ait pas un double jeu des puissances étrangères. Parce qu'on voit encore, par exemple, je crois que c'est le général Haftar, il me semble, qu'il est. Les Occidentaux, entre autres, font un peu. Pour le général Haftar, on dit, enfin certains pays occidentaux et non occidentaux prétendent le soutenir, comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, mais également des pays comme l'Égypte, l'Allemagne, des pays comme l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Russie, on dit même que, alors ça fait beaucoup de monde qui le soutiendrait, mais en réalité, en même temps, ça, il le soutiendrait dans les faits et sur le terrain. Parce que, pour combattre Daesh, puisqu'il s'avère comme un ennemi de Daesh, pour combattre Daesh, ça fait honorable. Mais par contre, je crois qu'aux Nations Unies, puisqu'il y a un envoyé spécial qui est M. Hassan Salamé, qui est l'envoyé spécial et le chef de la mission d'appui en Libye, l'UNSMIL, M. Hassan Salamé, qui est un ancien ministre libanais, ancien ministre de la Culture, le père d'ailleurs de la journaliste Lia Salamé. Oui. Et donc ce comité mixte, oui, tous les pays que je viens de mentionner, certains d'entre eux, notamment les Occidentaux, je crois qu'aux Nations Unies, ils soutiennent le concurrent qui est plutôt le gouvernement qui siège à Tripoli, qui a une continuité géographique, géopolitique, si on peut dire géographique et politique par rapport au régime de Kadhafi, la Jamaïria. Non, M. Fayez el-Farraj. Alors, au fond, ils soutiennent officiellement aux Nations Unies Fayez el-Farraj, et on dit que dans les faits, sur le terrain, ils soutiennent le général Haftar. Alors, si ça ne s'appelle pas la stratégie du chaos constructeur... Diviser pour mieux régner. Oui, c'est ça. Diviser pour régner. Ma main droite ignore ce que fait ma main gauche, et ma voix ignore ce que fait ma main, quoi. Je soutiens en parole... auprès d'un gouvernement, et puis par ailleurs, je soutiens l'autre, je soutiens le rival de Fayez el-Farraj. Alors moi, je ne sais pas, je ne connais ni l'un ni l'autre, je n'ai rien pour, rien contre, ni l'un ni l'autre. Ce que je vois, c'est que la situation mérite clarification pour être gentil et poli. Eh bien... Alors, les exportations libyennes, oui, c'est ça. C'était les exportations libyennes, hein, les exportations officielles. Oui, je disais 11%, c'est 12% du volume qui était exporté avant 2011. Mais officiel, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 11% de pétrole qui est produit, c'est le pétrole exporté officiellement. Oui. Mais ça, qui tient les statistiques, j'en sais rien. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un volume, peut-être pas comme avant 2011, parce qu'il y a le foutoir quand même, un petit peu, le désordre. Hein. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même nettement plus de 11%, mais le reste, c'est l'objet de trafic. Parce que la chute de l'État libyen, quand même, hein, en attendant... sa résurrection, j'espère, sous forme d'un État uni et pas de 4 ou 5 Libyes. Bon, pour le bien-être du peuple libyen, c'est ce qui est souhaitable et ce que je lui souhaite ardemment, et pas autre chose, sûrement pas. Mais, et que ce soit un État qui soit digne de ce nom, et pas un État, je dirais, islamiste, pas un État, un État qui s'inspire de l'islam, oui, mais pas un État islamiste et avec une espèce de désordre, avec toutes ces compromissions, etc. Je pense que
oui, la chute de l'État de la Gémaïria libyenne, en dehors des grands malheurs pour le peuple libyen, ça a entraîné un grand malheur pour la région. C'est quand même la guerre de Libye qui a alimenté tout le trafic d'armes, de drogue, de djihadistes, de mercenaires, les trafics d'argent, de toutes sortes qui ont alimenté, et c'est en grande partie l'évolution de la crise de Libye et la chute de la Jamahiriya et le règne de tous ces groupes révolutionnaires et de ces milices qui a créé ce désordre et l'expansion de ce qu'on a appelé Al-Qaïda au Maghreb islamique, qu'on a vu après agir à partir de l'Algérie sur le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, tout le Sahel, et maintenant toute la zone d'Afrique occidentale, ce qui entraîne comme quoi il y a bien une complicité, puisque ça entraîne un repivotage finalement aussi des États-Unis, pas seulement vers l'Asie comme ils le disent, mais vers l'Afrique occidentale. J'ai écrit, alors tout le monde me regardait avec des yeux ronds quand j'écrivais ça et quand je le disais, c'est bien vrai. Je disais que le Grand Moyen-Orient, pour moi, c'était un concept géographique et géopolitique qui était géographique, mais surtout politique, qui était extensible au gré des pulsions américaines. Et que désormais, de Bush en Baird, en Bush-fils et Bush-Saint-Esprit, et en Obama, etc., que finalement, ce grand Moyen-Orient, ça couvrait l'ensemble du monde arabo-musulman, de la Mauritanie jusqu'à l'Indonésie, jusqu'aux Philippines, de l'Atlantique au Pacifique, du cœur de la Russie, enfin du sud de la Russie, ou du cœur de la Russie pour ainsi dire, jusqu'à l'Équateur. Ben, on y vient. J'ai toujours dit, moi, que ce qui se passait au Mali, c'est pas des conflits post-coloniaux du précaré et de la coopération française, hein, c'est pas ça. C'était des pays, c'était des crises qui étaient liées aux révolutions arabes et aux grands mouvements de déstabilisation du monde arabe. La crise centrafricaine, c'était ça. Celui qui a essayé de prendre le pouvoir à un moment, de renverser le régime de Centrafrique, qui n'était pas exemplaire, c'était un islamiste qui voulait créer un État islamiste. Les musulmans en Centrafrique, c'était un peu imprévu. Et quand j'ai dit ça, je me rappelle quand il y a eu cette prise de pouvoir, j'ai dit ça, ça m'est arrivé de dire ça à la radio notamment. Enfin, c'est vrai que ça a suscité un peu la surprise. J'ai dit, mais c'est un coup d'État islamiste. Pourquoi? Parce que l'intéressé l'a dit avant. Ah, c'est comme les plans des conservateurs, ils disent qu'ils vont le faire, ils le font, et bien alors, pas la peine d'en douter. Donc c'était un régime islamique qui voulait créer un État islamiste, un État islamique fondé sur la charia. Donc alors ça n'a pas marché, ça. Donc désormais, on voit bien que Boko Haram, par exemple, tous les mouvements islamistes, ça va jusqu'au Nigeria, ça couvre le Nigeria, ça en Côte d'Ivoire, au fond jusqu'au golfe de Guinée. Et c'est pas pour rien qu'il y a finalement le dispositif américain, son recentrage du Proche-Orient vers le continent africain. Certains disent il laisserait à la Russie. Moi je ne crois pas, il n'y a pas d'accord entre la Russie et les États-Unis. Il y a des accords comme ça pour éviter qu'il y ait une explosion entre les deux grandes puissances. Mais alors, il y a peut-être des arrangements pragmatiques, je ne sais pas. Mais enfin, moi j'y crois pas. Il n'y a pas de États rivaux, de grandes puissances rivales n'ont pas d'accord comme ça. Ils ont des ambitions concurrentes, etc. Mais je pense que depuis la guerre de Libye, tous les printemps, hein, tout ça, toutes ces révolutions se sont étendues, y compris l'Afrique, jusqu'à l'Équateur, jusqu'au golfe de Guinée, jusqu'à l'Équateur. Et donc, d'où le pilotage américain. Et donc, oui, avec Africom, ils sont en train de. Oui. Le commandement central intégré africain, ils sont en train de redéployer tout plein de troupes en Afrique. Et ça suit la décomposition de la Libye, comme vous nous l'avez très bien dit, où les armements libyens sont allés au Mali, sont allés entre les mains de Boko Haram, même si Boko Haram se faisait aussi apparemment livrer par des hélicoptères français et qu'ils avaient des FAMAS et des armements français pour commettre leurs opérations. Même les combattants. On dit par exemple dans tous les mouvements au Mali, quand il y avait l'imbroglio malien, là-dedans, il y avait des anciens gens de la Légion de Kadhafi qui avaient été sans emploi, ou bien des gens de milices diverses qui étaient recyclés, reconvertis, on ne sait plus trop quoi. Mais en fait, c'est toujours inextricable, le puzzle. Et il n'y avait pas de différence entre les mouvements laïcs, soi-disant, comme le MNLA, et puis des mouvements islamistes. Il y avait une symbiose. Les gens, c'était comme en Syrie, comme en Libye, on change de badge comme ça, on toque le badge, et puis on passe d'un groupe à l'autre. Tout le monde travaille en symbiose, hein, en gros. Le seul facteur d'unité, c'est souvent la pulsion vers l'islamisme, pas vers l'islam, mais vers l'islamisme politique et l'extrémisme.
et puis vers le djihadisme, et puis, faire des trafics. Je pense que les combats, y compris le trafic de combattants, enfin les mouvements de combattants ont été alimentés. La fin de la guerre libyenne, toute fin de guerre, rend sans emploi des tas de soldats perdus ou pas perdus et qui cherchent à retrouver un chemin ailleurs, quoi, à se refaire une carrière ailleurs. Et comme la seule chose qu'ils savent, c'est combattre et détruire, eh ben, ils vont là où il y a des combats à détruire et des destructions. Et quand il n'y a pas de combat ou de destruction, ben, ils arrivent là et ils créent le combat et la destruction. Oh. C'est ce qui se passe, c'est QFD, c'est ce qui se passe en Afrique. Aussi, en Irak aussi, oui. Tout à fait, oui. Formidable. Je vous remercie beaucoup, monsieur Rimbaud. Je vous en prie.